Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes pratiques pour réussir sa veille scientifique et technique. Pour nous parler de ce sujet, nous avons invité Véronique Mesguich. Véronique est consultante et formatrice spécialisée dans le domaine de la veille stratégique. Elle a écrit plusieurs ouvrages, notamment Rechercher l'information stratégique sur le web. À la fin de la présentation, un temps sera dédié à vos questions. Vous pouvez nous les envoyer directement via le chat et je les poserai à notre invité. Vous pourrez aussi retrouver l'intégralité de ce webinaire en ligne sur le site de Technique de l'ingénieur dès la semaine prochaine. Il vous suffira de cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis Conférence en ligne. Alors avant de vous laisser en compagnie de Véronique, je vais vous demander de répondre à un petit sondage qui va s'afficher sur votre écran. Donc il va s'agir de nous dire quel est votre profil. Attention, voilà. Je le lance, je vous laisse quelques secondes pour répondre, ça va être très rapide. Hop, ok, super. Je vais donc le fermer. Donc nous en sommes à une majorité de professionnels, très exactement, 62% et 38% d'étudiants. Voilà, je vais vous laisser la parole, Véronique. Merci Alexandra. Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout le monde entend bien. Je voulais d'abord remercier les techniques de l'ingénieur pour m'avoir invité donc à animer ce webinaire qui va nous réunir pendant 1 heure et donc nous allons aborder le thème de la veille, veille scientifique et technique. Je vais vous exposer sans plus attendre le programme. Donc comme Alexandra l'a rappelé, voilà, je suis consultante formatrice spécialisée dans les méthodes, les outils et les sources de veille et je suis auteur donc de plusieurs ouvrages dont mon dernier ouvrage paru s'appelle justement Rechercher l'information stratégique sur Internet et il est paru aux éditions de Book en 2018 et il est en train d'être réactualisé parce que c'est un domaine qui évolue beaucoup. Donc, au cours de ce webinaire, donc, qui va durer 1 petite heure, on va commencer par définir ce qu'est la veille, parce que c'est un terme un peu à géométrie variable, et donc on va voir ce qu'est et peut-être ce que n'est pas la veille. On verra ensuite, de façon très opérationnelle, des outils et des méthodes de veille. On va parler de moteurs de recherche, parce que ça fait partie aussi de la panoplie des veilleurs, et on verra où en est Google, notamment en matière d'intelligence artificielle, et comment être plus intelligent que Google. On verra comment automatiser des recherches, parce que c'est évidemment la veille est souvent synonyme de collecte automatisée. Donc on verra des outils gratuits ou semi-gratuits qui permettent d'automatiser des recherches pour ne pas passer à côté d'une information stratégique. Et puis on fera un petit point sur des sources d'informations classiques et moins classiques, comme les réseaux sociaux, qui se sont invités là aussi parmi les outils des veilleurs, et on verra comment on peut, grâce par exemple à Twitter, qui est un bon outil de veille, comment détecter des tendances et des innovations. Et donc, je ferai quelques démonstrations d'outils et n'hésitez pas, comme Alexandra vous l'a rappelé, n'hezitez pas à poser les questions. Je répondrai aux questions à la fin de ce webinaire. Donc, je vous propose qu'on démarre par peut-être essayer de bien comprendre ce qu'est la veille. Donc, plusieurs définitions. Je vois que j'ai un petit problème à l'écran de présentation. Je ne sais pas si ça fait ça chez vous. Enfin, en tout cas, vous voyez ces définitions. On disait donc la veille, c'est à la fois, donc on disait du suivi systématique, on va collecter automatiquement l'information sur un sujet scientifique ou technique ou une veille réglementaire, par exemple, pour suivre l'actualité de la normalisation sur un sujet. Mais la veille, ça peut être aussi rétrospectif, c'est-à-dire la veille est résolument tournée vers l'avenir pour essayer d'anticiper, détecter des tendances ou des innovations.
mais aussi, hein, ça peut être une recherche approfondie qui peut remonter un petit peu dans le temps pour après suivre et comprendre l'évolution d'une technique, essayer de détecter les technologies émergentes, les nouveaux entrants dans un secteur. C'est aussi une aide à la décision, hein, dans des périodes complexes comme celles qu'on vit aujourd'hui. La veille va permettre, hein, en s'appuyant sur de l'information pertinente, d'aider à prendre les bonnes décisions au bon moment, hein. Et donc, pour lancer un produit, pour innover, pour s'inspirer aussi de ce qui se fait autour de soi, hein. La veille est proche aussi du benchmark. Et la veille, c'est une pratique collaborative, c'est-à-dire que le champ, l'étendue des connaissances est aujourd'hui si vaste que souvent une personne toute seule aura du mal à surveiller de façon très large les sujets qui pourraient impacter son activité. D'où ce caractère collaboratif de la veille qui va s'effectuer avec des outils de plus en plus collaboratifs, hein, beaucoup de partage d'informations également, hein, à travers, par exemple, ne serait-ce que des messageries collaboratives. Donc la veille, c'est un peu tout ça à la fois, hein. C'est une pratique qui à la fois est très en phase avec ce début du XXIe siècle, hein, dominé par toujours de plus en plus de compétitivité, dominé par les nouvelles technologies, hein, et la prédominance des GAFAM. Mais en même temps, la veille, ça s'est toujours plus ou moins fait, hein, avec les technologies et les moyens disponibles aux différentes époques, mais ça s'est vraiment beaucoup développé et formalisé au cours des dernières années. Donc c'est une pratique qui est quand même assez récente. Donc, à quoi sert la veille, hein? On va faire de la veille, hein, voilà, non pas pour voir dans une boule de cristal, mais pour essayer de réduire des incertitudes, et tout particulièrement dans des périodes justement de crise ou d'incertitude, hein, comme celle qu'on vit, et pas seulement depuis un an. C'est l'idée, on l'a dit, d'anticiper les évolutions de notre environnement technique, mais aussi économique, juridique, social. On l'a dit, c'est une façon de se remettre en question, hein, de faire ce pas de côté qui permet peut-être de sortir de sa zone de confort, de découvrir des nouveautés qu'on ne connaissait pas, d'innover en regardant très largement autour de soi et devant soi, et en sachant transformer l'information en action. Donc la veille, voilà, c'est pas juste de la collecte automatisée, c'est vraiment une activité éminemment stratégique qui concerne tout le monde, les étudiants, les professionnels, le public, le privé, les grandes entreprises, les startups, dans tout pays et tout secteur d'activité. C'est une pratique très transversale qui concerne tout un chacun, hein, et qui peut concerner aussi des collectivités, hein. On parlera de veille territoriale, par exemple, hein. Voilà, c'est vraiment une pratique qui s'adresse, hein, à tout type d'entreprise ou de personnes, hein. Les étudiants peuvent faire de la veille par exemple, pour leur future recherche d'emploi, les professionnels pour surveiller leur secteur d'activité. Enfin, tout le monde est concerné dans l'entreprise. Alors, je voulais évoquer, non, je reviens un tout petit peu en arrière, voilà. Et juste, voilà, juste pour terminer, hein, sur cette définition de la veille, construire une communauté de vues, c'est aussi, voilà, cet aspect collaboratif, hein. C'est-à-dire la veille, ça ne se fait pas tout seul derrière son écran. C'est aussi l'idée de confronter sa vision avec celle des autres, hein. C'est l'idée de l'intelligence collective qui va permettre, là aussi, de prendre des décisions et de construire, hein, un avenir de façon collaborative à travers les possibilités de recherche et d'analyse de chacun. Alors, pour illustrer, voilà, pour donner un exemple de veille, on va prendre l'exemple bien sûr des techniques de l'ingénieur. À travers, voilà, sur le site des techniques de l'ingénieur, on va avoir plusieurs possibilités de veille. On a déjà sur le site une rubrique actualité et veille technologique, hein. Voilà, là j'ai mis une copie d'écran avec des publications qui datent d'hier. Donc voilà, une veille réalisée par des journalistes des techniques de l'ingénieur
qui présente l'actualité sur les grandes innovations scientifiques et techniques de façon un petit peu généraliste, mais aussi la possibilité de personnaliser une veille. Ça, c'est un service où on peut créer ses propres flux d'informations, donc en s'inscrivant sur le site, c'est possible avec une inscription gratuite, pour donc collecter automatiquement l'information qui est issue donc du site des techniques de l'ingénieur, qui va correspondre à vos besoins. Donc voilà, des exemples concrets de veille auxquels on peut s'abonner. Et on va voir les bonnes pratiques de la veille à travers, de façon plus générale, des outils et des sources et des méthodes. Juste avant, voilà, je voulais revenir sur une notion qui fait partie aussi du jargon des veilleurs, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est-à-dire que faire de la veille, c'est pas juste se contenter de lire la presse ou d'assister à des conférences ou des salons professionnels, même si c'est un petit peu difficile en ce moment. La veille, c'est l'idée d'aller détecter l'information quand elle est encore sous forme de ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des petits bouts d'informations, pas toujours faciles à détecter, qu'on va trouver, qu'on peut trouver sur le web, qu'on peut trouver dans des bases de données spécialisées, qu'on peut trouver parfois sur les réseaux sociaux ou dans nos réseaux de connaissances. Les signaux faibles, ça va être des petits bouts d'informations qui, mis bout à bout, vont permettre de détecter que telle technologie va émerger, que tel nouvel entrant est en train d'arriver dans notre secteur, que telle ou telle norme va arriver prochainement ou est en cours d'élaboration. Et donc, la veille, c'est pas forcément une science exacte, c'est plutôt un art qui va consister à détecter le plus en amont possible ces signaux faibles pour leur donner du sens. Et cette détection des signaux faibles, elle peut se faire manuellement, si j'ose dire, c'est-à-dire à partir d'un volume modeste d'informations, à partir d'une collecte automatisée, par exemple, dans des sources d'informations scientifiques et techniques, des bases de données, de brevets ou de normes ou des bases d'articles scientifiques et techniques. Mais si on fait de la veille sur des volumes importants d'informations, notamment via les réseaux sociaux, si on a des volumétries importantes, là, la détection des signaux faibles va s'effectuer plutôt à partir d'analyses automatisées, donc avec des techniques de data visualisation qui vont permettre de cartographier des volumes importants d'informations, on va y venir après, et faire émerger, justement un peu souvent en périphérie de la carte, ces fameux signaux faibles, et qui seront un peu des tendances émergentes que l'on pourra ensuite interpréter pour après pouvoir justement innover ou détecter à la fois des opportunités, mais aussi des menaces contre lesquelles il faudra évidemment se prémunir. Donc, on a vu donc dans cette première partie ce qu'était la veille. Ce que n'est pas la veille aussi, juste pour terminer cette première approche de la veille. Évidemment, la veille, ce n'est pas de l'espionnage. La veille utilise des méthodes légales parce que la confusion est parfois possible. Et bien sûr, il ne faut pas être naïf. Il existe des méthodes proches de l'espionnage ou des méthodes qui ne sont pas légales. Ce n'est évidemment pas ce qu'on va voir au cours de ce webinaire. La veille, c'est l'utilisation de techniques de recherche, de collecte automatisée, d'analyse, humaine ou automatisée, et de diffusion, de partage de l'information, toujours dans un cadre légal. Alors, on va voir justement ces méthodes avec une règle, première règle de base, à travers des moteurs de recherche qui
qui restent des outils qu'on utilise au quotidien, qui sont aussi des outils professionnels qu'on pourra utiliser pour la veille, pour faire des recherches ponctuelles ou pour trouver des sources. Et on va justement faire le constat que les premiers résultats de Google ne sont pas toujours les meilleurs. Alors pourquoi? Parce que Google utilise non seulement du référencement payant, mais pour le référencement naturel et pour le classement des résultats, Google utilise de plus en plus des techniques d'intelligence artificielle que je n'aurai pas forcément le temps de détailler ici, mais qui ont tendance à privilégier des requêtes transactionnelles, c'est-à-dire plutôt grand public, qui vont concerner des intentions d'achat ou des sujets plutôt grand public, plutôt que informationnels, c'est-à-dire que ce qui va remonter dans les premiers résultats de Google, ça va être, et vous l'avez souvent constaté, plutôt des sites assez grand public ou parfois commerciaux. Et en revanche, on va voir qu'on peut optimiser nos recherches en faisant remonter dans les résultats de recherche des résultats donc de bonne qualité et qui émanent de sources justement qui pourront être utiles à la veille, des sources venant de la recherche et développement, venant des brevets, des normes, en utilisant les mots-clés adéquats ou des options de recherche avancées qu'on va voir tout de suite après. Alors, juste avant qu'on voit un peu plus en détail la recherche de Google, on va vous proposer avec Alexandra un petit sondage pour savoir quels sont les moteurs de recherche que vous utilisez. Alors, je ne sais pas si vous voyez les résultats, mais du coup, je vais les dire. Donc, on a 92% pour Google, 15% pour Bing, 18% pour Quant et 18% pour DuckDuckGo et Ecosia. Merci, voilà, merci de votre participation au sondage et merci Alexandra de nous donner les résultats en direct. Voilà, on voit, et ça m'étonne évidemment pas vraiment, la grande prédominance de Google qui s'explique par le fait que Google reste un moteur qui domine largement les autres parce qu'il a, voilà, il maîtrise des technologies, il est plus puissant que les autres, il a une avance technique sur les autres qui est indéniable. Alors, on va voir justement, voilà, on va essayer de faire un peu de benchmark avant de voir la recherche avancée de Google. On va essayer voilà, justement de compléter ce petit sondage en se posant la question, ces concurrents de Google, voilà, pourquoi on les utilise finalement pas tant que ça et ce sondage le confirme, ils restent marginaux. Alors Bing, qui est bien sûr le moteur lancé par Microsoft, dans l'espoir de concurrencer Google, bon, Bing, il faut bien le reconnaître, apporte peu de valeur ajoutée par rapport à Google. Ça reste un bon moteur, mais c'est un peu un clone de Google. Il apporte assez peu de valeur ajoutée, si ce n'est peut-être dans certaines options comme la recherche d'images, qui est peut-être, il y a quelques options plus approfondies, qu'on ne trouve pas chez Google, notamment une limitation de la recherche dans Bing sur des visages. On peut faire une recherche d'image en limitant à une option de recherche de visage, ce qui peut permettre de trouver des experts, par exemple, d'un sujet, des personnes qui ont été interviewées pour illustrer un sujet. Quant, voilà, c'est le moteur, le petit gaulois, voilà, face aux grands américains. C'est voilà, un moteur français intéressant, dans la mesure déjà où il respecte notre vie privée, mais qui est évidemment beaucoup moins puissant que Google et Bing, et qui a été aussi, voilà, il y a eu un peu une polémique récemment autour de Quant. Il semblerait que beaucoup des résultats de Quant viennent en fait de l'index de Bing.
DuckDuckGo et Cosia, ce sont des métamoteurs hein, qui s'appuient sur plusieurs moteurs, notamment le moteur Bing. Euh, je les recommanderais pour des recherches hein, de la vie quotidienne, mais pour des recherches un petit peu pointues comme celles qu'on va faire dans le cadre d'une veille, euh, ils ont un petit peu leurs limites, hein, mais ils ont là aussi, comme Quant, ils respectent notre vie privée. Voilà, Yandex et Baidu sont des moteurs voilà, qui ont à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être spécialisés sur des zones géographiques, hein, respectivement la Russie et la Chine. Donc on les utilisera pour ces zones géographiques, évidemment en tenant compte de la barrière linguistique. On peut citer aussi StartPage, hein, qui est pas forcément très connu et qui est en fait un métamoteur qui s'appuie sur l'index de Google pour faire des recherches de façon anonyme, enfin du moins de façon à ce que nos données personnelles ne soient pas collectées par le moteur. Hein, mais ce sont globalement à peu près les mêmes résultats que ce qu'on obtiendrait avec Google. Et donc, on voit que voilà, Google reste hein, quand même très en avance hein, par rapport à ses concurrents hein, qui finalement apportent pas énormément de plus. Et dès qu'il s'agit de faire une recherche un peu approfondie, ben, on en revient toujours à Google. Alors, si on veut optimiser hein, les recherches Google, on peut s'appuyer sur voilà, ce que j'appelle les 5 opérateurs indispensables. Hein, certains sont assez connus, d'autres peut-être moins. Les guillemets, bon, c'est assez standard et ce n'est pas une exclusivité Google, hein, ça permet de rechercher une expression exacte, hein, par exemple voiture autonome, hein, et ce en toute langue, ou des morceaux de phrases hein, pour chercher un extrait, je sais pas, d'un brevet ou d'un article. Mais on peut chercher aussi un mot hein, pour imposer l'orthographe d'un mot, par exemple un mot accentué hein, pour le rechercher en tant que tel. Ou parfois, vous avez remarqué, ça c'est aussi un effet un peu pervers de l'intelligence artificielle de Google. Parfois, Google raye certains mots dans nos requêtes et si on veut les imposer, ben, on va les mettre entre guillemets. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle les opérateurs booléens, hein, chercher un mot ou un autre pour chercher des synonymes. Par exemple, Google n'est pas totalement sémantique, donc on va utiliser hein, les opérateurs comme le OR hein, pour chercher des termes proches, hein, des termes voisins. On peut exclure des mots. Hein, si je veux l'entreprise Safran et non pas l'épice Safran, hein, je peux exclure des termes hein, qui généreraient une polysémie, hein, une ambiguïté. Alors, des opérateurs un petit peu moins connus, toujours chez Google, mais qui fonctionnent aussi d'ailleurs hein, dans d'autres moteurs, hein, notamment chez Bing. On peut limiter sa recherche à un site en particulier. Je pourrais chercher le mot innovation, par exemple, sur le site, en limitant ma recherche au site total, en utilisant la commande site suivie de l'URL qui va me servir de limitation pour ma recherche. Et on peut aussi utiliser une limite concernant le format des documents. Donc, par exemple, les formats PDF hein, qui ressortent assez peu hein, naturellement dans les résultats de Google et qu'on peut donc faire remonter parce que ce sont souvent des documents stratégiques ou des articles ou des documents à valeur ajoutée qu'on pourra faire remonter de cette façon. Hein. Donc voilà, déjà, toutes ces astuces permettront déjà de mieux contrôler notre recherche et de voilà, c'est nous qui contrôlons Google et pas l'inverse. Alors, et toutes ces astuces, bien sûr, on pourra les utiliser dans des recherches automatisées à travers Google Alert, hein, on en reparlera tout à l'heure, et qui permet d'automatiser des recherches. Alors, la règle numéro 2, hein, la veille ne se base pas que sur les moteurs, elle se base aussi sur des sources et des outils automatisés, hein, qu'on verra juste après. Donc, il s'agit aussi d'aller rechercher l'information directement là où elle se trouve, hein, puisque les moteurs, même les plus puissants comme Google, n'ont pas accès, hein, pour des raisons techniques, à l'ensemble du web. C'est cette notion de web invisible. Hein, je ne parle pas du dark web, mais d'un web qui est tout à fait, là aussi, légal et de qualité, auquel les moteurs n'ont pas accès pour des raisons techniques. Ça peut être, par exemple, des bases de données payantes, hein, accessibles via mot de passe. Et donc, ces sources incontournables, ben, il s'agit de les connaître aussi et de se donner les moyens d'identifier des sources spécifiques aux thématiques de veille.
Donc quelques exemples, voilà, de bases de données scientifiques et techniques, hein, sur lesquelles on peut s'appuyer sur la veille. Bien entendu, les techniques de l'ingénieur, avec les articles rédigés par les experts, hein, associés donc à cette encyclopédie, mais aussi des bases de données d'articles de scientifiques et techniques, hein, issus de revues à comité de lecture, hein, ce qu'on appelle le peer reviewed. Vous avez ici des exemples, hein, assez connus comme Science Direct ou Springer Link, mais aussi un peu la nouvelle vague de ce qu'on appelle les archives ouvertes, hein, notamment l'espace de publication HAL, hein, du CNRS, qui permet à des chercheurs, hein, de publier leurs articles ou également des thèses ou des communications faites lors de conférences. Et tout ça va alimenter notre veille. On peut mettre en place là aussi des flux, hein, à partir de ces différentes ressources pour surveiller un sujet en particulier, et à partir de ces ressources scientifiques et techniques, hein, qui, pareil, ne ressortent pas forcément dans les résultats de Google, ni même de Google Scholar, hein, le Google universitaire. Donc ça complétera, hein, les résultats des moteurs à travers ces sources spécifiques. Voilà, je parlais de Google Scholar, donc hein, voilà, c'est assez connu. On peut évoquer aussi Semantic Scholar, hein, qui est un autre moteur de recherche qui est doté justement de fonctions sémantiques, qui peut venir compléter Google Scholar. Attention, bien sûr, hein, les articles sont parfois accessibles uniquement sous forme de références, hein. Tout n'est pas gratuit, hein, si on n'est pas abonné à certaines des bases que j'ai citées, hein. Dans les sources incontournables, hein, on peut citer aussi, voilà, des moteurs spécialisés dans la recherche de brevets, hein. EspaceNet, par exemple, à la base des brevets européens, hein, qui permet là aussi de faire des recherches ponctuelles ou de s'abonner à des flux, hein, pour surveiller les nouveaux brevets spécialisés dans un domaine, hein, en suivant par exemple une classe de brevets particulier, hein, ou tout simplement en surveillant des mots-clés. Et Google Patents, un nouveau Google, voilà, qui a développé aussi plus, donc un service de brevet, plus d'autres services payants, hein, comme Questel, par exemple, hein, qui est une base de brevets associée à un outil d'analyse automatisée. Alors, voilà, donc on a vu quelques exemples de sources, hein, voilà. Bon, évidemment, on pourrait en citer beaucoup plus, mais comme on a peu de temps, on s'est limité aux incontournables, hein, des sources utiles pour la veille scientifique. On va voir maintenant, voilà, notre règle numéro 3. Après les moteurs et les sources, ben, on a vu que la veille, c'est beaucoup de suivi systématique, hein. Donc, on va voir comment automatiser une recherche récurrente à travers donc plusieurs outils. Les flux RSS, hein, qui vont permettre de suivre l'actualité d'un site ou éventuellement d'un blog, l'automatisation de requêtes avec Google Alert et la veille via donc les réseaux sociaux, notamment comment surveiller Twitter avec un outil gratuit qui s'appelle TweetDeck. Là, je me limite volontairement, dans le cadre de ce webinaire, à des outils gratuits, mais il existe bien sûr, hein, des outils payants, hein, de veille, hein, destinés à un public professionnel comme Digimind, AMI Software ou Geotrend, hein, ou SynDup, hein, pour citer les plus connus, qui vont permettre là aussi de suivre, de s'abonner à des flux ou de surveiller des mots-clés à travers des solutions clés en main. Donc, je vais faire quelques démonstrations, hein, rapides, hein, bien sûr, et je pourrais répondre aux questions après, hein, pour compléter. Donc, quelques outils de veille qui permettent d'automatiser des recherches. On peut citer par exemple InnoReader, que je vais vous montrer en direct. Voilà, j'espère que tout le monde voit, voilà, mon écran. Donc, avec, voilà, je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde.
Si, si, c'est visible, C'est c'est bon, bon, on d'accord. voit. Merci, merci Alexandra. Voilà, donc voilà, donc cet outil donc d'agrégation de flux RSS qui s'appelle InnoReader, c'est donc un outil en ligne, donc là je présente la version gratuite, qui va permettre de s'abonner à ce qu'on appelle des flux RSS. Pour donner un exemple de flux RSS, j'espère à nouveau que tout le monde voit, voilà donc les flux RSS proposés par le site des techniques de l'ingénieur, ce sont des flux de diffusion d'informations auxquels donc on peut s'abonner à travers un agrégateur de flux comme InnoReader. Donc, une fois qu'on a repéré sur les sites qui nous intéressent les flux, s'il y en a, bien sûr, correspondant à nos centres d'intérêt, on peut s'y abonner à partir d'un outil comme InnoReader. Voilà, là, je me suis abonnée, par exemple, au flux des techniques de l'ingénieur concernant la thématique de l'environnement et je collecte régulièrement les nouveaux articles publiés donc, sur le site des techniques de l'ingénieur. Voilà, c'est un article publié tout récemment que j'ai collecté dans ma veille. Et tous ces articles, bien sûr, vont s'actualiser automatiquement. Je vais collecter automatiquement les nouvelles publications. Et tout ça va être stocké dans mon outil InnoReader. Et je pourrai ensuite faire des recherches à l'intérieur de ma plateforme de veille. Je pourrais organiser mes flux dans des dossiers thématiques. Je pourrais annoter les articles. Voilà, j'ai beaucoup de possibilités de gestion de ces flux et de leur contenu. Et avec InnoReader, je vais pouvoir également mettre en place des alertes Google. Alors, je pense bon, le principe des alertes Google est assez connu. C'est tout simplement l'automatisation d'une recherche Google en utilisant éventuellement les astuces des opérateurs qu'on a vus précédemment. Et là, j'ai mis en place, par exemple, une alerte Google sur une thématique assez large. On pourrait faire quelque chose évidemment de plus précis. Là, l'alerte a été mise en place sur l'expression développement durable. C'est gratuit également. Et donc, je vais collecter automatiquement donc, des nouvelles publications qui contiennent l'expression développement durable. Et on pourrait, là encore, mettre en place une alerte plus précise, bien sûr, sur des combinaisons de mots-clés correspondant à des centres d'intérêt. Et de la même façon, on pourrait aussi mettre en place des alertes à partir des bases de données que j'ai évoquées, des bases de brevets ou d'articles scientifiques, pour alimenter cette veille dans InnoReader. Donc, on a ici voilà, donc, un premier outil de recherche, enfin de veille même plutôt, de veille automatisée, dans lequel on peut intégrer donc, à la fois des flux et à la fois des alertes automatisées qu'on aura préalablement paramétrées dans Google Alert. Autre exemple d'outils automatisés sur les réseaux sociaux, l'outil TweetDeck, qui, j'espère que tout le monde le voit là aussi, qui est gratuit, qui a été développé par une start-up et intégré dans l'écosystème Twitter. Donc, on va pouvoir, grâce à TweetDeck, surveiller là, non pas des Alors flux juste, RSS. je vous Oui, coupe parce oui, que là, on est resté sur, InnoReader, on n'est pas sur ah, TweetDeck. désolée. D'accord, alors je vais, je vais arrêter le partage et relancer le partage. Comme je suis passée sur un autre onglet, je pense que voilà, le problème vient de Ouais, là. ça a dû Alors, bloquer. ça a dû bloquer. Alors, attendez, euh, je pense qu'on ne devrait plus avoir ce problème. Est-ce que vous voyez bien InnoReader? TweetDeck, pardon? Oui, c'est bon C'est bon, maintenant. d'accord. Merci, désolée. Euh, et donc, alors, on a ici, voilà, donc je suis connectée donc sur mon compte TweetDeck avec un pseudonyme, parce que faire de la veille, c'est aussi être discret, même si on a insisté voilà, sur des outils qui respectent notre vie privée, voilà, on va essayer d'être le plus discret possible quand on fait de la veille. Donc, j'utilise justement des pseudonymes pour faire cette veille sur Twitter. Et je vais
Donc, j'ai juste supprimé une colonne, voilà, pour qu'on voit mieux. Voilà, j'ai mis en place des veilles via TweetDeck, à titre d'exemple. En fait, c'est un espèce de tableau de bord qu'on va développer avec TweetDeck, et on va pouvoir rajouter des colonnes correspondant au suivi d'un utilisateur ou d'une recherche, un mot-clé, un peu comme un Google Alert, ou d'une liste, c'est-à-dire de plusieurs comptes Twitter qu'on va surveiller sur une seule colonne. Là, à titre d'exemple, voilà, j'ai mis le suivi justement du compte Twitter des techniques de l'ingénieur, qui, en complément de la veille qui est présentée sur le site, va me permettre de suivre les dernières publications du compte Twitter des techniques de l'ingénieur. Et je vais pouvoir éventuellement, si je veux faire une veille peut-être plus spécialisée, je vais je vais pouvoir filtrer ici sur les contenus des tweets sur un mot-clé, par exemple. Si je mets sur le mot énergie, voilà, au singulier ou pluriel, donc je vais pouvoir filtrer. Voilà, donc là, je filtre et ma veille sur le mot énergie, je vais collecter uniquement les tweets venant des techniques de l'ingénieur qui contiennent le mot ou le hashtag énergie. Donc ça va me permettre de faire une veille personnalisée à partir d'une source et en filtrant sur un ou plusieurs mots-clés. Je peux exclure aussi des mots-clés, exclure les retweets, enfin, il y a pas mal de paramétrages possibles. J'ai aussi la possibilité de mettre en place une veille sur des mots-clés à travers évidemment plusieurs comptes Twitter. Là, j'ai mis en place une alerte en utilisant cette option Search. J'ai automatisé donc cette recherche sur 3 mots ou hashtags, empreinte carbone GAFAM, ce qui va me permettre de récupérer les tweets qui contiennent ces 3 mots, par exemple. Et donc, je peux là aussi automatiser une veille dans Twitter pour compléter la veille plus sur le web que j'ai effectuée avec InnoReader. Et donc, voilà, on voit ici donc plusieurs outils automatisés qui vont permettre donc de collecter automatiquement de l'information dans le web classique ou dans des bases de données, même des bases de données payantes sur lesquelles on peut mettre en place des flux, et également dans les réseaux sociaux. Alors, je reviens à mes diapositives. Là encore, voilà, j'espère que tout le monde voit les slides. Donc, voilà, Oui, on tout est voit bien bien. les slides, c'est bon. Voilà. Merci. Et donc, voilà, on va aborder notre règle numéro 4, justement, qui fait le lien avec ce qu'on vient de voir sur Twitter, qui va consister à exploiter les réseaux sociaux. Parce qu'on a vu, j'ai présenté avec la règle numéro 2 des outils, des sources plutôt plus classiques, à travers des bases de données d'informations scientifiques et techniques, qui restent fondamentales bien sûr pour la veille, mais une nouvelle vague de sources est venue s'inviter dans la panoplie des veilleurs, et les réseaux sociaux, bien sûr, dont il faut se méfier parce que, bien sûr, l'information qu'on y trouve n'est pas toujours fiable, mais en même temps, ces réseaux sociaux sont intéressants pour la veille parce que justement, on va pouvoir y détecter des signaux faibles, ces signes avant-coureurs, qui sont, et notamment sur Twitter, qui n'est pas que l'apanage des politiques ou des journalistes, mais de nombreux chercheurs ou des organismes de recherche sont présents sur Twitter, et on peut y trouver des signaux faibles, des conférences live tweetées, enfin voilà, beaucoup d'informations qui vont être utiles pour la veille. Donc, quel est l'intérêt des réseaux sociaux pour la veille ?
Plusieurs, voilà, hein, plusieurs domaines dans lesquels les réseaux sociaux vont être utiles. Ça ne va pas remplacer, bien sûr, les sources classiques, mais ça viendra les compléter, hein. Et l'art de la veille, c'est aussi l'art d'être à l'aise à la fois dans le web classique ou des sources comme les bases de données que j'ai citées, mais aussi dans la jungle des réseaux sociaux, parce qu'on va y repérer justement des tendances, hein. On pourra s'en servir pour identifier des experts, hein. Quand je dis experts, pas forcément des personnes très connues et très médiatisées, mais des spécialistes ou des chercheurs ou professionnels spécialisés dans un domaine. Ça peut être aussi peut-être plus en veille concurrentielle, hein, qu'en veille technologique, mais ça pourra permettre aussi, via par exemple les réseaux professionnels comme LinkedIn, de surveiller les concurrents ou les collaborateurs chez ces concurrents, toujours avec des méthodes tout à fait légales, mais hein, LinkedIn est une mine d'informations sur des projets, sur euh, des collaborations éventuellement qui ne sont pas forcément visibles via la presse ou les sources classiques, mais qu'on pourra détecter là aussi via une surveillance régulière des réseaux professionnels. Et puis, évidemment, le grand intérêt des réseaux sociaux, c'est le caractère temps réel, hein, pour une veille vraiment en prise avec l'actualité. Les réseaux sociaux ont amené aussi une dimension temps réel qui a peut-être moins dans les sources classiques. Donc, pour la veille, on va privilégier donc, plutôt les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou des réseaux sociaux spécialisés dans un domaine, hein, s'ils existent, ou Twitter, hein, dont on a vu que c'était une excellente source pour la veille. Et donc, alors, tout ce qu'on vient de voir, bien sûr, ce sont des outils, j'ai mis l'accent plutôt sur la partie collecte, hein, de la veille, hein, dans le cadre de ce webinaire, mais il ne faut pas oublier que la veille, hein, on le disait au tout début, c'est aussi de l'analyse, hein. Donc, il existe aussi des outils d'analyse automatisés. Juste, voilà. Je fais juste une petite parenthèse, hein, sur ces outils d'analyse automatisée pour voilà, terminer sur un dernier point sur les réseaux sociaux. Des outils donc qui vont, à partir de ces corpus qu'on aura collectés, hein, qu'ils viennent de sources web ou de réseaux sociaux, on va les analyser à travers des outils de data visualisation, donc qui vont justement permettre de cartographier l'information et de faire émerger les signaux faibles, ou tout simplement d'une analyse humaine, hein, qui met en œuvre l'expertise justement des veilleurs pour repérer l'information de rupture, l'information qui va permettre de détecter les innovations ou les menaces et opportunités. Juste pour terminer, voilà, sur cet aspect, voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, je voulais revenir voilà, sur LinkedIn, hein, qui est doté d'un moteur de recherche interne assez sophistiqué, hein, et qui permet de faire des recherches, hein, selon de nombreux critères. Et là, je m'adresse autant aux étudiants qu'aux professionnels, hein. C'est-à-dire que ça peut servir aussi pour une veille sur les technologies et les concurrents, mais aussi une veille sur l'emploi, pour repérer des employeurs potentiels, hein, ou des entreprises qui recrutent. Il y a aussi chez LinkedIn une possibilité de recherche très intéressante par similarité, c'est-à-dire à partir d'un profil, on pourra identifier des profils similaires, hein, c'est un peu ce qu'on appelle la sérendipité, hein, dans le jargon des veilleurs, hein, c'est l'exploration, hein, en partant d'un profil qu'on connaît pour découvrir des profils que l'on ne connaît pas, hein, et qui pourront être là aussi intéressants. Et pour terminer, voilà, sur ce dernier volet réseaux sociaux, voilà, je voulais mentionner des réseaux peut-être plus spécialisés, hein, justement dans la sphère scientifique et technique.
Voilà, certains sont assez connus comme ResearchGate, par exemple, ou Academia, donc qui permettent aux chercheurs, hein, de partager leurs articles de recherche, et c'est voilà, c'est de créer des sociabilités, hein, entre, justement, entre chercheurs, et donc ça va être aussi une façon de détecter là encore, des technologies émergentes ou des sujets qui font l'objet de recherches. Voilà, pour terminer, bon, un réseau, bon, un peu sulfureux, voilà, que certains étudiants connaissent peut-être, qui s'appelle Sci-Hub, voilà, réseau pirate de téléchargement. Bon, qui est un peu limite, hein, qui enfreint, hein, le droit d'auteur autour des articles scientifiques, mais voilà, qui est assez connu dans la communauté des étudiants, donc voilà, que je souhaitais mentionner, mais en indiquant aussi, voilà, le caractère, un peu, voilà, pirate de ce réseau qui permet de télécharger des articles scientifiques. Voilà, donc ce tour d'horizon des outils, ou sources ou méthodes, de veille automatisée. Je vous remercie de votre attention, et je passe la parole à Alexandra pour des questions. Oui, alors n'hésitez pas, à continuer, à poser vos questions. Alors là, on a une première question qui est: comment identifier de véritables experts dans les domaines scientifiques et techniques? Alors, voilà, les experts, c'est vrai que ce mot expert, voilà, on le met un petit peu à toutes les sauces. Hem, les, mmh, les vrais experts, on va les trouver de plusieurs façons, hein. On peut utiliser, déjà, bon, les bases de données d'articles scientifiques et techniques, hein. On va dire que les experts, on les trouve, hein, à la fois dans la sphère universitaire et dans la sphère professionnelle. Pour identifier les experts, hein, dans la sphère universitaire, on peut utiliser les bases de données d'articles scientifiques, hein, que j'ai citées précédemment, et une base qui est peut-être encore plus spécialisée dans ce domaine, qui s'appelle le Web of Science, hein, que les étudiants parmi vous utilisent peut-être, et enfin les professionnels aussi, et utilise des méthodes bibliométriques, c'est-à-dire qui vont, à partir d'une recherche sur un thème, permettre de mettre en avant les auteurs, à la fois qui ont le plus publié et ceux qui sont le plus cités, hein. Au moment de la crise, enfin depuis le début de la crise sanitaire, hein, il y a justement, voilà, beaucoup de querelles d'experts, hein, sur lesquelles on ne va pas revenir, mais on mesure souvent, hein, l'expertise d'un chercheur en fonction non seulement du nombre d'articles, hein, qu'il a publiés, mais aussi du nombre de citations dont il fait l'objet, hein. Voilà, même si après certains articles sont controversés, enfin voilà, il y a aussi de grands débats, hein, et notamment autour de sujets un peu brûlants. Mais donc cet outil Web of Science va permettre donc d'extraire, hein, les chercheurs, non seulement les plus prolifiques, mais aussi les plus cités dans d'autres articles de recherche, hein. Donc ça peut être une façon d'identifier des chercheurs dans la sphère scientifique. Il y a aussi un moteur spécialisé qui s'appelle ScanR, hein, SCANR, et qui a été fait par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui permet d'identifier des experts en tant que personnes physiques, mais aussi des labos de recherche, hein, ou des unités de recherche du CNRS, par exemple, pour là aussi identifier des spécialistes de tel ou tel domaine. Alors dans le monde professionnel, là on va utiliser plutôt, alors il existe, hein, ça peut être par exemple dans les startups, ça dépend un peu des domaines, mais il existe des annuaires de startups, hein, dans lesquels on peut trouver des experts justement de technologies émergentes. Je pense par exemple au site Madines, hein, qui fait une veille justement sur les startups. Une petite astuce aussi que je citais tout à l'heure, hein, à propos de Bing, c'est quelque chose que je fais parfois quand on me demande d'identifier des experts, c'est de faire une recherche d'images correspondant à des mots-clés, et dans la recherche avancée de Bing, on a la possibilité de filtrer sur des visages de personnes. Donc ça peut permettre de voir des visages de personnes qui ont été interviewées dans des conférences ou autres, et on peut voilà, en déduire que ce sont des experts. Google
proposé avant cette option, mais il la propose plus directement. Enfin, on peut la mettre en œuvre, mais c'est un petit peu plus compliqué maintenant. OK, super. Alors on va avoir une autre question. Y a-t-il des sources particulières pour la veille multimédia et si oui, dans quel secteur? Alors voilà, c'est vrai que les sources que j'ai présentées, hein, tournent beaucoup autour de sources, textuelles, hein. Mais voilà, il ne faut pas oublier que le web aujourd'hui, hein, est de plus en plus multimédia, enfin la production, d'informations et pas seulement dans le monde du divertissement ou du grand public, hein. L'information scientifique et technique, elle aussi, hein, devient de plus en plus, multimédia. Donc, alors ça peut être, bah, par exemple, justement, hein, là dans cette période, hein, où les conférences se tiennent moins en présentiel, ça peut être des conférences, virtuelles, hein, des webinaires justement qu'on pourra suivre, hein, comme celui-ci ou qu'on pourra retrouver, hein, sous forme d'archives. Ça pourrait être des podcasts, hein, les podcasts, on le vend en poupe, hein, en ce moment. Il y a un bon moteur de podcast, hein, qui est pas très connu, qui s'appelle Listen Notes, hein, listen comme, écouter et notes, et qui permet de retrouver des podcasts. Alors ça peut être de la vulgarisation, mais pas que, hein, ça peut être des émissions de radio, assez spécialisées, hein, dans différents domaines. Ça peut être aussi pour tout ce qui est, vidéo. Alors bon, évidemment, quand on pense à la vidéo, on pense toujours tout de suite à YouTube. Et ne serait-ce que dans YouTube, hein, là aussi, YouTube n'est pas réservé qu'au divertissement. On pourra aussi mettre en place une veille dans des contenus, vidéo pour suivre, pour surveiller des interviews de dirigeants, par exemple, ou de chercheurs, hein, ou d'experts aussi, hein. C'est aussi une façon de trouver des experts à travers, des captations de conférences ou des interviews de chercheurs, hein. On peut citer aussi, de la recherche, d'images, hein. Alors bon, ça dépend un peu des domaines, hein. Pour des domaines plutôt en B2C, on pourra utiliser, pourquoi pas, des réseaux d'images, assez grand public type Instagram, pour des sujets peut-être plus pointus et plus, en B2B. On utilisera, bah, des outils de recherche, d'images. Là encore, hein, on retrouvera les grands classiques, hein, comme les moteurs généralistes qui proposent des options de recherche d'images, avec notamment, hein, la recherche inversée d'images de Google, hein, qui permet, à partir d'une image, de retrouver d'autres images similaires ou la même image reprise sur plusieurs pages, sur plusieurs autres pages. Et ça peut être une astuce intéressante en veille pour trouver justement, si on cherche si on fait un état de l'art, par exemple, dans un domaine technique, si on cherche qui sont les fabricants ou les distributeurs d'un produit, bah, à partir de l'image d'un produit, on pourra retrouver, hein, des images, la même image ou des images similaires de ce produit sur plusieurs pages web. Et ça nous aidera à identifier des fabricants ou des distributeurs. Alors ensuite, une autre question. Est-ce que la veille, c'est un métier à part entière ou c'est une compétence transversale? C'est un peu les 2. C'est-à-dire que ça peut être un métier à part entière, hein, qui est un peu un métier de niche, hein, moi j'enseigne, hein, dans une école notamment qui s'appelle l'École européenne d'intelligence économique et qui forme, bah, justement de futurs professionnels de la veille, hein, qui vont, après, exercer leur activité dans le domaine de la veille, scientifique ou de la veille concurrentielle ou aussi de la veille e-réputation, hein, là encore, hein, dans les réseaux sociaux. Donc ça peut être un métier, à part entière qui va, reposer sur, différentes compétences, hein. Un veilleur, c'est un peu un mouton à cinq pattes, hein, qui va maîtriser, bah, les outils qu'on a vus, dans le cadre de ce webinaire, hein, gratuits ou des outils, payants, hein, qui vont effectuer un peu toute la chaîne de la veille, mais qui vont maîtriser aussi les contenus, hein, donc, qui vont pouvoir donc analyser ces contenus pour en extraire là aussi les signaux faibles.
les veilleurs, c'est aussi des communicants, hein, qui vont diffuser l'information, hein, à travers différents types de livrables, qui peuvent être des newsletters, qui peuvent être des études ponctuelles, qui peuvent être aussi du partage d'informations en interne, hein, au sein d'une entreprise, hein, à travers des réseaux sociaux internes, par exemple. Donc voilà, hein, c'est le métier de veilleur, hein, c'est un métier qui, qui, qui englobe plusieurs types de compétences. Mais cela dit, voilà, toutes les entreprises, bien sûr, ne sont pas dotées d'un service de veille. Ça peut être des services externalisés aussi, hein. La veille s'exerce aussi, hein, dans des cabinets extérieurs, hein, qui vont effectuer la veille pour le compte de leurs clients. Mais ça peut être aussi, hein, au-delà du métier de veilleur à part entière, c'est aussi une compétence, hein, qui concerne tout professionnel, hein, et pas seulement, hein, dans la sphère scientifique et technique. La veille, on peut dire, au-delà des outils et des méthodes, c'est aussi une façon d'être, hein. C'est une ouverture d'esprit, c'est cette sérendipité, hein, dont on parlait tout à l'heure, hein, l'art de découvrir comme ça parfois un petit peu par hasard, hein, de savoir explorer, hein, de pas s'en tenir qu'à des idées reçues ou à des vérités qui se révèlent finalement plus d'actualité, hein. C'est cette capacité à se remettre en question de façon constructive qui va permettre d'innover et de développer de nouvelles idées. Et donc ça, c'est plutôt, voilà, hein, c'est autant un savoir-être, hein, qu'un savoir-faire, et ça fait partie un peu du bagage, hein, de nombreux professionnels d'entreprise, là encore, quelle que soit la taille et le secteur de l'entreprise. Donc, avoir une compétence dans le domaine de la veille, quel que soit le secteur où on se trouve ou le domaine dans lequel on exerce, c'est un plus, hein, et c'est souvent une activité, hein, qui fait partie, selon un, voilà, un pourcentage, voilà, plus ou moins variable, mais qui fait partie de l'activité des professionnels et notamment des ingénieurs. Alors ensuite, on a plusieurs questions qui sont liées à celles que je vais poser tout de suite. Donc toutes ces sources apportent de multiples informations. Est-ce que vous avez un conseil pour les croiser d'une manière pertinente? Oui, alors effectivement, hein, il y a tout cet aspect, voilà, qui fait partie aussi du travail des veilleurs, de vérifier l'information, déjà vérifier la traçabilité de l'information, hein, parce que, voilà, et notamment quand on est sur les réseaux sociaux, on ne sait pas forcément d'où provient l'information. Donc déjà, savoir d'où vient l'info. Je dirais, il ne faut pas forcément tout surveiller, hein. On ne peut pas tout surveiller parce que beaucoup de sources sont redondantes, hein. Donc, je dirais en matière de veille, il vaut mieux surveiller un nombre limité de sources, mais vraiment représentatives. On va viser la représentativité plutôt que l'exhaustivité. Donc, ce que je fais faire à mes étudiants en veille, c'est avant de mettre en place une veille, de remplir un document, ça peut être un tableau Excel, dans lequel ils notent les sources qu'ils vont surveiller ensuite avec des flux ou autres, hein, ou avec Twitter ou autre. Et comme ça permet de se limiter déjà et de ne pas être noyé dans trop d'informations redondantes. Alors ensuite, une fois qu'on a collecté donc des volumes d'informations donc la plus pertinente possible, effectivement, il va falloir la recouper parce que les informations peuvent être contradictoires. Alors ça peut se faire là aussi via des méthodes humaines, hein, donc à travers, voilà, une lecture rapide, hein, de l'information. On va extraire, hein, justement ce qu'on considère comme les signaux faibles, ou vraiment les informations qui apportent de l'innovation, et on va les recouper entre eux pour aider à la prise de décision. Et quand on a des volumes importants, hein, d'informations, après, ça peut être automatisé justement à travers des outils de ce qu'on appelle de text mining, hein, ou de data mining, hein, qui vont, en fonction, par exemple, des occurrences des mots, hein, extraire les mots, enfin, ou extraire les phrases les plus importantes et essayer, voilà, de mettre en évidence les éléments importants. Mais il y a toujours quand même quelque part une expertise humaine qui va avoir le dernier mot, et la décision, hein, au final, sera prise par des personnes humaines.
Super. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on met en place une veille scientifique ou technique? Je dirais, enfin, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, ne pas vouloir trop, surveiller trop de sources, hein, parce qu'on est rapidement, inondé, d'informations, parfois hors sujet, ou parfois redondantes. Il faut, il faut pas non plus, hein, c'est un équilibre à trouver. Il faut pas non plus s'enfermer un peu dans une bulle de pensée unique, hein, en ne surveillant que ce qu'on connaît déjà, hein. Parce que, hein, c'est toujours voilà, là on a dit la veille, c'est la capacité à aller regarder, un peu en dehors de sa zone de confort. Donc c'est un équilibre à trouver entre des sources, variées, hein, mais en même temps, voilà, pas trop se disperser. Mais effectivement, une des erreurs à ne pas connaître, ce serait de, de, euh, de se limiter à ce qu'on connaît déjà et ce qui ferait qu'on voilà, qu'on passerait à côté d'informations stratégiques voilà, qui échapperaient à la collecte. Je dirais aussi, voilà, pour faire de la veille, il faut bien s'organiser dans le temps aussi, hein. C'est-à-dire que la veille, c'est aussi des temporalités, hein. Je parlais de temps réel tout à l'heure, mais les résultats ne sont pas toujours immédiats, hein. Parfois, il faut du temps pour que justement l'information vraiment innovante émerge, hein. Donc, il faut se prévoir, hein, de dérouler la veille, parfois sur un temps, sur plusieurs semaines, et se donner du temps, hein. Si on fait une veille régulière, on va se dire, bah, par exemple, toutes les semaines, je vais consacrer 1 heure pour voir ce que mon outil de veille m'a rapporté et analyser régulièrement les nouveautés, hein. Donc, voilà, il faut, parce que si on n'est pas régulier, hein, dans sa veille, après ça s'accumule et puis après, pareil, on se laisse rapidement envahir. Donc il y a aussi cette régularité dans le temps, voilà, qui fait que on ne se laisse pas déborder. Je mettrais aussi un point de vigilance sur le partage de l'information, hein, parce qu'on disait voilà, la veille c'est pas une pratique individuelle, hein, c'est souvent, hein, plusieurs ingénieurs, plusieurs chercheurs, hein, au sein d'une entreprise ou d'un organisme qui vont partager l'information. Et là aussi, hein, il faut partager ni trop ni trop peu. Il ne faut pas non plus inonder nos collègues avec trop d'informations, sinon ils vont se stresser, mais il ne faut pas non plus être dans la rétention d'informations. Donc il faut trouver là aussi le juste équilibre dans ce qu'on diffuse à nos collègues pour là aussi, hein, mettre en place une intelligence collective efficace. Alors on a une question qui rebondit, très exactement à ce que vous venez de dire. Et quels outils gratuits ou faible coût sont pertinents pour le partage de la veille à son équipe? Alors, il y a ce qu'on appelle, alors ça dépend là aussi, hein, voilà, il y a du gratuit et du moins gratuit, hein. Il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux d'entreprise, hein, ce qu'on appelle les RSE, hein, pas confondre avec la responsabilité sociale de l'entreprise, mais les réseaux sociaux d'entreprise sont en train, hein, de remplacer les bons vieux intranets. Et on va pouvoir justement partager de l'information de façon justement plus horizontale, hein, que les intranets classiques qui sont plutôt, hein, sous une forme un peu verticale, avec l'information un peu descendante, hein. Donc avec ces réseaux sociaux internes, donc par exemple Helium, hein, pour citer l'un d'entre eux, qui est un outil payant, on va pouvoir partager l'information, hein, entre, entre collègues, pour, ou au sein d'une équipe projet, par exemple, voilà, pour donc partager les résultats d'une veille. Alors, on peut aussi utiliser, hein, des messageries collaboratives, hein, je pense par exemple, ou des outils de gestion projet. Je pense par exemple à Slack, hein, qui est beaucoup utilisé, hein, dans le monde des startups, qui va permettre à des personnes qui travaillent sur un même projet aussi de partager, hein, les dernières informations, hein, qu'ils ont pu trouver via le web ou les
réseaux sociaux ou même sur le terrain, hein. Donc c'est voilà, ces messageries ou même WhatsApp. Bon, il y a aussi en ce moment, voilà, il y a un peu une polémique autour de WhatsApp et de la gestion des données personnelles, mais aussi voilà, des messageries ou des outils de gestion de projets collaboratifs comme Trello, hein, qui est voilà, une espèce de to-do list collaborative dans laquelle on peut partager les tâches à faire et dans lesquelles on peut partager aussi les résultats de la veille, hein, pour que voilà, les personnes qui travaillent sur un même projet aient euh, euh, accès à des liens vers des sources d'informations pertinentes et en temps réel. Alors, nous avons aussi une personne qui, lors de sa veille, utilise beaucoup les flux RSS et a remarqué que certains sites ont tendance à les supprimer. D'où sa question qui est donc quel est l'avenir du flux RSS? Oui, c'est un constat, oui, que je partage, hein, voilà, c'est les flux RSS, c'est un format, bon, qui a jamais rencontré le grand public, hein, qui a toujours été cantonné, hein, plutôt à des professionnels de la veille ou de la gestion de l'information. Et donc, et parallèlement, voilà, les réseaux sociaux, on l'a vu, ben, ont apporté, et les outils qu'on a cités aussi, hein, les messageries collaboratives, ont apporté, hein, de nouvelles façons aussi de surveiller l'actualité et de collecter l'information. Donc, c'est vrai que beaucoup de sites d'entreprises aujourd'hui ne sont plus dotés de flux RSS. Et souvent, quand un site euh, met en place une nouvelle version, ben, on ne voit plus, hein, il supprime cette icône orange, hein, qu'on voyait avant. Alors, cela dit, il peut y avoir des flux un peu cachés, entre guillemets, qui sont quand même présents sur le site, notamment si les sites sont créés avec WordPress, hein, avec la plateforme WordPress. Il peut y avoir des flux cachés enfin cachés, enfin pas volontairement, hein, par volonté dissimulée, mais tout simplement parce que les usages sont moins là. Donc, alors il existe des extensions pour Firefox ou Chrome, comme par exemple Awesome RSS, hein, sur Firefox, qui va permettre, hein, quand on navigue sur un site, de détecter qu'il y a un flux, même s'il n'apparaît pas expressément sur la page. Donc ça déjà, ça peut permettre de détecter des flux qu'on ne voit pas a priori, mais qui existent. Alors sinon, il y a aussi possibilité, mais c'est un petit peu plus technique, de générer des flux RSS quand il n'y en a pas, hein, sur une page d'actualité, par exemple, hein, liée à un site. Alors, InnoReader le propose, enfin, dans sa version payante, hein, on peut générer des flux à partir d'une page web, notamment une page web qui aurait tendance à se réactualiser régulièrement, hein. On pourrait donc générer un flux. Ou sinon, il y a des petits outils gratuits. Je peux citer par exemple Politpol, hein, s'écrit Politepol, qui permet à partir de l'URL d'une page, d'extraire, hein, tout ça, bon, j'essaie de pas trop jargonner, mais est basé sur le langage XML et va permettre d'extraire des balises correspondant aux éléments qu'on veut extraire de la page, donc le titre ou le résumé des articles ou des nouveautés. Et donc, on va pouvoir créer des flux et les intégrer ensuite dans un agrégateur comme InnoReader. Donc voilà, même si effectivement les flux RSS semblent un peu déclinés, et c'est vrai qu'on les voit de moins en moins. Cela dit, ça reste fondamental pour la veille parce que on ne peut pas passer que par les réseaux sociaux, hein, ce serait quand même se priver de pas mal de sources correspondant à des sites d'organismes ou d'entreprises ou autres. Et donc, on a, voilà, pour compenser, hein, cette semi-disparition des flux RSS, on a cette possibilité, hein, donc soit de les détecter, soit de les créer quand il n'y en a pas. Il y a d'autres outils après, hein, plus sophistiqués que Politpol, hein, ça c'est un premier niveau. Après, il y a des outils comme, voilà, pour ceux qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis, vous avez des outils comme Fit for Free à Fit 43 qui vont permettre là aussi de générer des flux RSS quand ils n'apparaissent pas sur le site. Alors ensuite, on a une autre question sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il faut essayer de faire plutôt des choix pertinents quand on fait sa veille.
La personne demande s'il y a des réseaux qu'il faudrait plutôt éviter, qui sont un peu inutiles. C'est difficile de répondre, hein, parce que, c'est, ça dépend un peu de l'objectif de la veille, hein. Hem, Parfois, ça peut vous sembler un peu paradoxal ce que je vais dire, mais parfois les signaux faibles, on les trouve, enfin vraiment les infos vraiment innovantes, hein. Ça dépend là aussi, ouais, si on fait une veille, parce que la veille, ça peut être un suivi assez, classique d'un sujet, voilà, à travers des sources, assez classiques aussi. Mais si on fait vraiment une veille, ce qu'on appelle un peu une veille radar, hein, une veille vraiment très centrée sur l'innovation, la détection de tendances, parfois l'information utile, elle va se trouver parfois dans le bruit, un peu les bruits de couloir, hein, les informations comme ça un peu qui peuvent sembler, qui viennent parfois même de sources pas toujours très fiables, hein. Et c'est pour ça que j'interdirais pas, enfin, je dirais pas qu'il y ait des sources ou des réseaux inutiles, hein, tout dépend des objectifs, hein. Heu, mais c'est pour ça que je disais, voilà, parfois même des réseaux très grand public comme Instagram, ça pourrait être intéressant pour même pour une veille scientifique, hein. Je l'ai recommandé, là récemment pour j'animais un stage de veille pour un une société dans le domaine des cosmétiques. Ben, en surveillant Instagram, on pouvait voir, voilà, des images justement concernant l'usage des cosmétiques, et cetera. Enfin, même dans des réseaux ou des sources qu'on pensait peut-être très grand public pour sujet, on peut trouver aussi parfois des choses intéressantes, hein. Donc voilà, mais évidemment, on ne peut pas tout surveiller, donc il faut faire des choix. Mais je 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 proscrirais pas de sources comme ça a priori. Évidemment, tout dépend des objectifs de la veille, et c'est pour ça que la première chose à faire, hein, quand on veut mettre en place une veille, c'est pas de se précipiter ni sur Google ni sur, aucun des outils, qu'on a mentionnés, mais ça va être de, justement bien définir ses besoins, hein. Qu'est-ce qu'on veut surveiller? Quel est l'objectif de cette veille? Quelles vont être les thématiques, le périmètre géographique, hein, voilà, donc mettre à plat, hein, éventuellement sous forme de mind mapping, hein, ces besoins, et après traduire ça en termes de sources et de mots-clés, hein. C'est ce qu'on appelle le plan de veille, et en termes de sources, ben, on s'interdira peut-être pas, voilà, d'aller sur des sources qui peuvent être des blogs ou des réseaux sociaux grand public, ou au contraire, voilà, des sources très pointues, hein, dans des domaines scientifiques et techniques, hein. Ça dépend vraiment des besoins. Alors, question suivante, est-ce qu'il y a des normes ISO ou autres pour le processus de veille? Alors, il y a une norme AFNOR, qui mais enfin, qui date déjà un petit moment. Hem, j'ai, j'ai un petit doute, voilà, sur, la date à laquelle, elle a été réactualisée. Mais il y a une norme AFNOR, concernant les prestations de veille, hein. Après, la difficulté, c'est de la normalisation, hein, dans ce domaine, c'est que les choses évoluent très vite, hein. Hein, on a vu les outils de veille, on parlait, voilà, du déclin relatif des flux RSS, l'apparition de nouvelles sources, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils collaboratifs. Tout ça évolue, enfin, est très évolutif, hein. Alors, bien sûr, les principes qu'on a vus restent pérennes, hein, mais la difficulté, hein, de normaliser le processus de veille, ben, tient au fait que, voilà, tous ces outils, ces sources, ces méthodes évoluent très très vite. Donc voilà, c'est pas forcément facile, hein, de normaliser, hein, tout ça, mais voilà, il y a effectivement une norme AFNOR qui, qui précise ce processus de veille. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de TweetDeck. Est-ce qu'il existe la même chose ou un équivalent pour LinkedIn? Et ben, malheureusement non. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est Microsoft, hein, bien sûr, et
voilà, ça reste assez fermé, hein, c'est-à-dire, et je ferai la même remarque aussi pour Facebook. Donc Twitter, c'est un peu sa force et sa faiblesse, hein. Twitter est resté indépendant, hein, il ne fait pas partie des GAFAM, et Twitter est plus ouvert, hein. Donc Twitter ouvre ce qu'on appelle son API, hein, son interface de programmation, et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'outils de recherche, de veille, ou tout simplement, enfin, d'outils tiers qui ont été développés à partir de Twitter, hein. Et c'est le cas de TweetDeck, hein, qui a été développé, hein, à l'origine par une entreprise tierce et qui après a été repris par Twitter lui-même. Dans le cas de LinkedIn, voilà, il y a beaucoup moins de possibilités de développer des outils euh, euh, des outils tiers. Et c'est difficile, hein, justement de mettre en place une veille qui se ferait à l'extérieur de LinkedIn, en fait, hein. Tout se fait un peu là aussi dans l'écosystème LinkedIn. Alors, on peut suivre bien sûr des profils, hein, on peut suivre des groupes, hein, ça aussi c'est une bonne façon de faire de la veille dans LinkedIn, mais c'est plus difficile de générer des flux ou d'utiliser un outil externe. Alors, il existe par contre, bon, des outils, ce qu'on appelle de veille e-réputation, hein, qui s'appliquent à plusieurs réseaux sociaux. Je pense par exemple à Radarly ou Alerty, hein, qui sont des outils payants, qui eux vont permettre de faire une veille sur plusieurs réseaux sociaux, hein. Mais c'est plutôt dans une optique d'une veille, pas forcément une veille scientifique, ce serait plutôt une veille e-réputation, hein, pour surveiller ce qui se dit d'une personne ou d'une marque ou d'une entreprise sur plusieurs réseaux sociaux. Mais il n'y a pas malheureusement, voilà, d'équivalent d'un tweet deck sur LinkedIn ou sur Facebook, hein. Alors, il y a aussi un pan de la veille, bon, que je n'ai pas beaucoup évoqué, hein, dans le cadre de ce webinaire, mais c'est tout ce qui s'appelle l'OSINT, hein, l'intelligence des sources ouvertes. Et donc, ce sont des développements, hein, qui sont faits, hein, par justement des spécialistes, hein, du développement, hein, notamment en Python, qui vont mettre en place des outils qui vont après permettre de faire ce qu'on appelle du scrapping, c'est-à-dire d'extraire des contenus pour après les analyser, hein. Alors, ces outils sont parfois éphémères parce que justement, hein, les sources parfois changent leurs algorithmes enfin, leur fonctionnement interne. C'est le cas de Facebook notamment, hein. Il y avait un outil que certains ont peut-être connu qui s'appelait StallScan, hein, qui permettait de faire du stalking, hein, c'est-à-dire de faire des recherches, disons, en profondeur sur des contenus publics de Facebook, mais en faisant des recherches vraiment très approfondies, hein, dans Facebook. Et c'est un outil, voilà, qui avait été développé, hein, par des tiers, mais qui ne fonctionne plus, hein, sur Facebook aujourd'hui parce que voilà, Facebook a changé son moteur et cet outil n'est plus opérant. Donc voilà, tous ces outils d'OSINT, hein, qui sont développés, hein, c'est assez facile à trouver sur le web, hein, on peut les trouver facilement, il y a beaucoup de choses qui sont développées, mais voilà, c'est parfois un peu éphémère, hein, mais ça peut être intéressant pour faire vraiment de la veille en profondeur sur certaines sources. Merci. Alors, bah, je pense on va s'arrêter maintenant. Alors, pour information, il y a certaines questions que j'ai pas posées parce qu'on a déjà eu la réponse dans le webinar. Donc, je vous rappelle le replay du webinar sera en ligne dès la semaine prochaine sur le site de Technique de l'ingénieur, dans l'onglet magazine d'actualité. En tout cas, merci beaucoup, Véronique, pour cette présentation. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas non plus à consulter le programme de notre semaine de webinar qui se poursuit ces 3 prochains jours. Demain, vous pourrez assister à 10h30 au webinar L'industrie, une place de choix pour l'ingénieur. Et à 15h, ce sera Ingénierie, les femmes prennent leur place. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens d'inscription et tout le reste du programme sur notre magazine d'actualité. Voilà, bah merci beaucoup Merci. et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.